da TV 247. Hoje é uma grande alegria, eu recebo aqui nos estúdios da TV 247 o senhor Pierre Sané, que durante praticamente 10 anos foi secretário-geral da Anistia Internacional, uma das instituições mais respeitadas do mundo no tocante à defesa dos direitos humanos. Nós faremos essa entrevista em francês e com legendas. Então, eu vou cometer alguns erros em francês, peço a compreensão daqueles que falam muito bem o idioma, mas é assim que a gente vai se comunicar e eu peço ao telespectador brasileiro que acompanhe pelas legendas. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Sané. C'est un grand honneur de vous avoir ici chez nous pour parler des droits humains, du rôle de l'Amnistie internationale, de la situation de Lula au Brésil aussi, et d'une histoire très intéressante qui se passe aussi au Sénégal, que c'est très pareil avec ce que nous avons ici au Brasil. Bom, o que eu disse rapidamente, que também nós vamos falar de uma situação muito parecida com a do Lula, que acontece no Senegal, onde um político está preso para ser impedido de disputar élections. Bon, j'ai dit un peu qu'il y a un politicien au Sénégal qui est en prison pour ne pas disputer une présidentielle qui aura lieu au Sénégal l'année prochaine. Merci beaucoup d'être venu ici. C'est un grand plaisir, Monsieur Sané. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très honoré de participer à cette émission. Merci. Bon, je voulais d'abord vous demander comment en Afrique vous voyez la situation du président Lula. Qu'est-ce que vous pensez quand vous... Lula qui a ouvert plusieurs ambassades en Afrique, qui a joué un rôle pour réduire la pauvreté au Brésil, et aujourd'hui il est en prison, ça fait déjà plus de 5 mois. Qu'est-ce que l'Afrique pense de cette situation? Aujourd'hui, au début de la conférence, Celso Amorim a lu 2 lettres envoyées par l'ancien président du Ghana, M. Kufuor, et l'ancien président du Nigeria, M. Obasanjo. Et je crois que ces 2 lettres-là résument un peu l'état de l'opinion en Afrique, aussi bien des hommes politiques que des activistes, que des organisations populaires. Le Brésil a une grande importance pour les Africains. D'abord parce que la moitié de la population brésilienne est d'origine africaine. Et ensuite, surtout, depuis l'arrivée au pouvoir du président Lula, il y a eu une politique africaine déterminée visant à renforcer les liens entre le Brésil et les pays africains, visant à aider les pays africains sur la base d'une coopération d'égal à égal, et visant aussi à promouvoir les politiques publiques que Lula a mis en place ici, notamment pour lutter contre la faim, pour lutter contre la pauvreté, et pour permettre aux pays africains de régler certains problèmes structuraux qu'ils avaient depuis longtemps. Donc le Brésil, l'Afrique a beaucoup apprécié le président Lula. Il est venu dans mon pays à plusieurs reprises et il a visité notamment l'île de Gorée, l'île qui symbolise la traite esclavagiste, et il est allé à Gorée, à la porte, ce qu'on appelle la porte du non-retour, et il a demandé au nom du Brésil, il a demandé pardon à l'Afrique. Ça, c'était très important. Il a fait de même au Ghana, il a fait de même au Bénin. Pardon à cause de l'esclavage. À cause de l'esclavage, voilà. Et que donc, le travail qu'il voulait faire en Afrique, c'était une reconnaissance de la responsabilité du Brésil dans la traite esclavagiste, parce que les forces vives de l'Afrique ont été kidnappées et déportées, et la plus grande partie de la population africaine qui a été déportée dans les Amériques est venue au Brésil. Il y a eu plus d'Africains venus au Brésil qu'aux États-Unis ou dans les Caraïbes. Mais cette reconnaissance et cette demande de pardon, je crois que ça a touché tous les Africains qui se sont donc intéressés après ça au programme que le président Lula a proposé aux pays africains, qui n'étaient pas des programmes de prédation des ressources naturelles ou bien pour gagner des marchés, mais d'abord des programmes
pour lutter contre la pauvreté, des programmes pour lutter contre la faim, des programmes pour faire la promotion des droits humains. Et si vous voulez, moi je considère que au cours des 30-40 dernières années, s'il y a 2 hommes politiques dans le monde qui ont marqué l'imaginaire africain, c'est Nelson Mandela et Lula. Même si Lula n'est pas un Africain, s'il est un leader d'un autre continent. Oui, mais comme on considère que le Brésil est un pays africain, puisque plus de la moitié du Brésil est africaine, on voit Lula comme un Africain en fait. Un Africain à la peau claire, mais on le voit comme un Africain parce qu'il est venu là-bas en tant que frère. Il n'est pas venu là-bas en tant que puissance montante, puissance émergente, qui vient chercher des ressources, qui vient passer des contrats. Donc, on voit Lula comme Mais un ça, Africain. c'était son rôle comme gouverneur d'un pays important comme le Brésil. Ouais. Aujourd'hui, il est accusé dans un cas de corruption. Oui, mais je dois ajouter que quand il a quitté la présidence de la République, à travers sa fondation, l'Institut Lula, il a développé ce qu'il a appelé l'initiative africaine. Et cette initiative africaine a continué le dialogue avec les pays africains. Il a visité... Même après, oui, c'est vrai. Voilà, au sein de sa fondation, il a développé des programmes, il a développé des dialogues, dans une trentaine de pays africains. Donc, il a continué cet attachement-là à l'Afrique, et ça, bon, on s'en souvient. Donc, pour nous, ça nous a beaucoup marqué, parce qu'en tant qu'ancien président, il aurait pu plutôt aller chercher la gloire en Europe, en Amérique, etc. Mais sa fondation... Il a choisi l'Afrique. Il a choisi l'Afrique. Ouais. L'Afrique, donc, est restée une priorité, ce qui veut dire que ce n'était pas une priorité politique, mais c'était une priorité de cœur. Ouais. Et ça, on apprécie en Afrique. Mais ça, je comprends, et vous avez une liaison émotionnelle avec Lula. Mais à l'Amnesty International, vous vous êtes occupé de la défense des droits humains. Et aujourd'hui, Lula, il est en prison, accusé d'un cas de corruption. Vous pensez ces droits humains ne sont pas respectés ici au Brésil? Quelle est votre position sur les cas judiciaires du président Lula? Et je voulais vous demander de regarder un peu plus par là parce que... Ouais, ok. Mais moi, je fonde ma position sur la position des Nations Unies. Les Nations Unies ont un comité international, comité des droits de l'homme, qui est un comité indépendant, composé de 18 experts de haute moralité, élus par les gouvernements, avec comme mission qui leur a été confiée par les gouvernements de recevoir les plaintes concernant les violations des droits de l'homme et de légiférer, c'est-à-dire de formuler de formuler pas des recommandations, de formuler comment on appelle ça en français, de formuler j'oublie Obligation, on pourrait dire. Oui, c'est-à-dire que les gouvernements ont obligation de suivre ce qui sort du comité des Nations Unies. En anglais, ils disent request. Exactement. Voilà. Donc, une demande. Mais c'est plus fort que demande. C'est une demande appuyée sur les textes, appuyée sur l'étude du cas, appuyée sur le droit international. Donc, le comité n'a pas eu le temps d'examiner dans le fond la plainte du président Lula et a demandé une mesure intermédiaire qui est de permettre à Lula de faire campagne et de présenter sa candidature parce que le dossier comportait des irrégularités en attendant qu'il juge sur le fond. Donc, pour moi, je me base non pas sur ce que disent les avocats ici et là ou les juges ici et là, parce que on sait malheureusement que dans beaucoup de pays, la justice est instrumentalisée dans le combat politique par ceux qui sont au pouvoir, mais l'arbitre final au niveau international, c'est les Nations Unies. C'est pour ça qu'on a mis en place ce comité-là. Et je me range, moi, sur l'avis
des Nations Unies, même si, à titre personnel, je trouve que le dossier est très léger. Je trouve que les procédures auraient d'abord dû être terminées avant qu'on le déclare inéligible. Et je trouve qu'il y a un acharnement qui masque une volonté de l'empêcher de se présenter aux prochaines élections. Ici, je pense que la majorité de la population du Brésil comprend déjà la cause de sa prison. C'est vraiment pour lui empêcher de se présenter à la dispute. Mais le problème que nous avons ici au Brésil aujourd'hui, c'est que l'État brésilien ne se considère pas obligé à suivre la décision du comité. Ils disent non, mais c'est pas les Nations Unies, c'est un petit comité qui ne représente pas la volonté des Nations Unies. Comment est-ce qu'on peut répondre à cet argument? Oui, bon, ben ça, c'est de la propagande. En fait, ce comité-là a été mis sur pied par le système des Nations Unies, et normalement le Conseil des droits de l'homme à Genève. Il y a plusieurs comités. Chacun est chargé du suivi de l'application d'un traité. Il y a un comité sur les droits des femmes, il y a un comité sur les droits des enfants, il y a un comité sur la Convention contre le racisme et la discrimination, etc., etc. Et ce comité-là est chargé de suivre l'application du pacte relatif aux droits politiques et civils. Et à ce comité-là, qui est composé de 18 experts indépendants élus par les États, ils ont comme mandat de recevoir les plaintes individuelles et de statuer sur ces plaintes individuelles-là. Et les États se sont accordés pour dire qu'ils ont obligation de respecter ces requêtes-là. Parce que c'est un système de mutual accountability. OK? C'est-à-dire que les États sont comptables devant la communauté des États. Et quelle est la conséquence de ne pas suivre la détermination? Mais je crois que c'est une perte de crédibilité et de prestige pour le Brésil. Moi, j'ai travaillé aux Nations Unies pendant 10 ans à l'UNESCO. J'ai travaillé étroitement avec la délégation brésilienne. Comme dans les autres agences du système des Nations Unies, la délégation brésilienne est respectée, la délégation brésilienne est écoutée. Parce que les gens savent que le Brésil remplit ses obligations, paye ses cotisations et remplit ses obligations chaque fois qu'elle a ratifié un traité. Donc un État qui ratifie un traité et qui ne remplit pas ses obligations, on ne peut pas lui faire confiance, il perd de sa crédibilité. Sa réputation. Sa réputation. Et demain, il ne pourra pas aller dire à un pays voisin, vous ne respectez pas les droits de l'homme. Personne ne va l'écouter. Il y a des gens au Brésil qui disent par exemple que la Venezuela ne respecte pas les droits humains. Bon. Alors, le Brésil n'est pas dans un lieu de... Voilà. Dans une position de... Exactement. C'est-à-dire que l'autorité morale que le Brésil avait, il est en train de le perdre. Parce que quand même, Lula, c'est pas n'importe qui, c'est un symbole. C'est le symbole de la démocratie au Brésil. C'est le symbole de l'exécution de la volonté populaire, non seulement au Brésil, mais au niveau international. Alors, prendre le risque de violer les droits du président Lula, c'est effectivement prendre le risque de perdre la sympathie de la communauté internationale et de tous les mouvements et les gens ordinaires. Et surtout en Afrique. Hein. Et surtout en Afrique. Mais vous avez comparé Lula à Nelson Mandela. Et bon, on est certain ici au Brésil que Lula sortira de la prison après les élections. Pas immédiatement, mais quelques mois après, parce que ça, même pour la droite brésilienne, ils ne sont pas confortables avec la situation, parce que tout le monde regarde. Mais s'ils sortent immédiatement, on va dire « Ah bon, c'était tout seulement pour l'empêcher de participer des élections ». Quand il sortira, on ne sait pas si on aura un gouvernement à la gauche, à la droite, ici au Brésil, même si on aura des élections, parce que c'est tout, il y a une incertitude au Brésil. Mais les gens qui connaissent Lula disent qu'il va jouer un rôle fondamental au Brésil pour pacifier le pays.
Si vous avez comparé Lula à Mandela, vous croyez que Lula pourra un jour recevoir les prix Nobel de la paix? Vous diriez qu'il le mérite pour ce qu'il a fait? Oui. Et pourquoi je dis ça? Nelson Mandela a été, si vous voulez, le symbole de la violation des droits civils et politiques. Et il s'est battu pour instaurer une nouvelle démocratie non raciale en Afrique du Sud. Il s'est battu pour la réconciliation en Afrique du Sud. Ça, c'est au niveau des droits civils et politiques. Il y a peut-être un aspect qu'il n'a pas eu le temps ou lié aux contraintes qui ne lui a pas permis de s'attaquer à ça, c'est les droits sociaux, économiques et culturels des Sud-Africains. Parce que 25 ans depuis le démantèlement de l'apartheid, les inégalités en Afrique du Sud sont parmi les plus criardes dans le monde. La redistribution des terres, la redistribution de la croissance, etc., ça pose toujours problème en Afrique du Sud. Lula est le premier président à avoir acté la Convention des Nations Unies sur les droits sociaux, économiques et culturels que les gouvernements doivent mettre en œuvre de manière progressive et où il a abordé la lutte contre la faim, la lutte contre la pauvreté comme une lutte pour respecter les droits des populations. Le droit de ne pas vivre dans la pauvreté, le droit à l'alimentation, le droit à l'éducation. D'une existence digne. Familiale, exactement. Et donc ça, c'est un combat pour la justice sociale, donc c'est un combat pour la paix. Et en faisant ça, Lula a montré le chemin à beaucoup de pays. Chez nous, nous avons des bourses familiales maintenant, depuis 2012, qui ont été introduites avec l'assistance technique du Brésil. Et dans beaucoup de pays africains, Lula a fait la promotion des bourses familiales, de la lutte contre la faim, en disant aux pays africains, ce n'est pas parce que vous êtes pauvre que vous devez avoir un système injuste. Il est possible de lutter contre la faim même dans les pays pauvres. Il est possible d'avoir une éducation universelle même dans les pays pauvres. C'est une question d'utilisation de ressources et de distribution juste de ces ressources-là. Donc ça, c'est un message très important qu'il a adressé, à savoir une obligation des gouvernements, obligation de s'assurer progressivement de la réalisation des droits sociaux, économiques et culturels. Et on voit aujourd'hui que beaucoup de conflits autour de la démocratie naissent des inégalités croissantes. Et ça, Lula l'avait compris en travaillant à la réduction de ces inégalités-là. Et pas en laissant seulement les ONG, les charities, les églises, etc., mais une action gouvernementale décisive qui a quand même réussi à sortir des millions de gens de la pauvreté au Brésil. Et pour cela, effectivement, il mérite le prix Nobel de la paix. Merci beaucoup pour l'explication. Mais je voulais aussi parler un peu de votre pays, du Sénégal, parce que quand nous parlions ce matin, vous m'avez raconté une histoire très intéressante, parce qu'au Sénégal, il y a un politicien qui est aussi en prison et empêché de participer d'une élection présidentielle. Je vous demanderai de raconter alors cette histoire pour les gens qui ne connaissent pas votre pays, ce qui s'est passé, qui est ces politiciens et si c'est un cas pareil au cas de Lula. Oui, ce politicien, c'est le maire de Dakar. Dakar, c'est la capitale du Sénégal. Il est maire de Dakar depuis 2009. Il a été réélu aux élections locales en 2014. Il est membre du Parti socialiste du Sénégal. Il a eu des difficultés avec le parti parce qu'il a refusé de suivre la ligne du parti qui consistait en une alliance avec le régime libéral qui est au pouvoir. Mais c'est un homme politique très populaire. Et le gouvernement a utilisé des rapports d'audit sur la gestion de certains fonds à la mairie. Ces fonds-là ont toujours été gérés par tous les maires de Dakar qui se sont succédés
depuis 100 ans que la ville existe, comme ce qu'on appelle des fonds politiques qu'on utilise pour venir au secours des populations, pour des urgences, pour soigner un tel, etc. Donc, on lui a fait un procès. Il a été condamné en première instance à 5 ans de prison. Je dois ajouter que les maires des autres grandes villes, que les directeurs de grandes sociétés publiques, que des ministres ont été alpagués par les sociétés de contrôle pour détournement de fonds publics. Il n'y a pas eu de poursuite judiciaire. Donc lui, on l'a identifié. Pourquoi? Parce qu'il avait des ambitions présidentielles. Il y a eu un jugement de première instance qui l'a condamné à 5 ans de prison. Il a introduit un recours à la Cour ouest-africaine de justice qui s'appelle la Cour de la CEDEAO. Et la Cour de la CEDEAO a estimé que ses droits n'avaient pas été respectés, qu'il a eu un procès inéquitable et qu'il devait être libéré. La Cour d'appel n'a pas tenu compte de cette requête. Pareil pour... C'est très pareil. Voilà. Et maintenant, en attendant son pourvoi en cassation, le président de la République a pris un décret pour le radier. Donc, il n'est plus maire de Dakar. Donc, il a perdu aussi le mandat. Sur décret du président de la République, qui, d'après les juristes, c'est un décret illégal. Illégal. Je vais demander à l'équipe ici pour montrer une image. André, voilà. Il s'appelle la première. Khalifa Sall. On voit le journal qui s'appelle La Croix, Sénégal, peine de 5 ans de prison confirmée pour les maires de Dakar, privé des présidentielles. Voilà. C'est Khalifa, oui, c'est ça? Khalifa Sall, voilà. Ah oui, c'est pour ça que les lecteurs regardent. Et bon, il est populaire au pays? Il est très populaire. Il est très populaire. Et donc, la situation est plus ou moins similaire au Brésil, sauf qu'évidemment, il n'a pas le parcours de Lula, il n'a pas été président de la République, etc. etc. Mais Dakar, c'est quand même 25% de la population du Sénégal et de l'électorat, ça pèse lourd, et il est populaire. Donc, il pourrait forcer le président à aller à un deuxième tour. Vous diriez que le Brésil est un laboratoire d'expérience politique, judiciaire, alors d'utilisation de la justice avec des finalités politiques? Oui, parce que compte tenu de l'importance du Brésil au Sénégal et en Afrique, on regarde ce qui se passe. Et dans notre entendement, le Brésil est un pays démocratique, le Brésil est une puissance émergente et le Brésil est la pierre angulaire de la coopération sud-sud. Donc, on regarde ce qui se passe au Brésil. Si le Brésil peut le faire sans que la communauté internationale, j'entends par là les chefs d'État des pays qui se disent défenseurs des droits de l'homme, tels que la France, le Canada, etc., sans que ces États-là ne protestent, donc ils se disent aussi qu'ils peuvent utiliser la même formule en respectant les formes uniquement, alors que le contenu est vide. C'est pour ça qu'on dit au Brésil que nous avons un coup judiciaire. Voilà. Et bon, ce que vous dites, c'est très important parce que Lula, il a reçu la solidarité d'ex-chefs d'État d'Europe, de plusieurs pays. Mais les actuels chefs d'État, et d'Afrique aussi. Mais ceux qui sont au pouvoir ne disent un mot, peut-être parce qu'il y a des intérêts qui sont très forts. Voilà. Et je voulais parler aussi de la question du pétrole, parce que ce qui s'est passé au Brésil. D'abord, Dilma a souffert le coup d'État. Elle a dit, c'est pas un coup normal, c'est un coup constitutionnel. Non, et qui continue. Ah oui, d'accord. Alors, elle a dit, bon, après ça, on va changer les modèles d'exploration du pétrole au Brésil. Et après, on va empêcher Lula de disputer la présidentielle. Tout ce qu'elle a dit, c'est vraiment passé. On a changé le modèle pétrole, les compagnies étrangères sont arrivées, tout ça. Et je ne savais pas, mais le Sénégal a découvert aussi du pétrole. Et des très importantes réserves d'énergie. Si vous pouvez dire un peu, mais je vais montrer la deuxième image que nous avons ici. André. Alors, Sénégal projects 30 billion from oil, gas and deposits.
quand on parlait du pétrole en Afrique, on pensait surtout à la Nigérie, Angola, mais le Sénégal, même moi, je ne savais pas. Voilà. Ça, c'est les nouveaux. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de pétrole en Afrique. Mais il n'y a pas eu jusqu'à présent une exploration systématique. Mais quand on cherche, on trouve. Parce que les côtes sénégalaises, c'est la même chose plus ou moins que les côtes brésiliennes. Hein. Le Sénégal est là, le Brésil est là, séparés par l'Atlantique. Et on savait depuis assez longtemps qu'il y avait du pétrole, mais les compagnies n'étaient pas intéressées parce que c'était en eau profonde, peut-être que la technologie n'était pas au point, peut-être qu'il y avait suffisamment de pétrole à l'époque. Mais depuis quelques années, il y a eu, surtout avec les juniors, c'est-à-dire les compagnies australiennes, les jeunes compagnies américaines, les jeunes compagnies canadiennes et aussi les compagnies asiatiques, donc qui ont commencé à faire des forages. Et c'est là où on a découvert qu'en fait, le Sénégal va être bientôt parmi l'un des plus grands producteurs de pétrole en Afrique. Et comme on sait que les réserves de pétrole au Moyen-Orient diminuent, et aussi avec tous les conflits, donc ça le rend compliqué. Le Venezuela, c'est pas sûr que les grandes compagnies pétrolières pourront le contrôler. Donc il y a beaucoup d'intérêt sur cette côte qu'on appelle le golfe de Guinée, qui, on dit, regorge de pétrole. Donc là maintenant, c'est confirmé. Les premières exportations auront lieu en 2020-2021. Donc le Sénégal va passer d'un pays pauvre à un pays extrêmement riche en ressources. 14 millions d'habitants, c'est pas beaucoup. Un petit pays? C'est un petit pays. Il y a de l'or, il y a du phosphate, il y a du fer. Donc tout ça, on est en train de découvrir ça. Et comme on a un régime présidentiel où tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du président, qui contrôle la présidence, contrôle les ressources du pays. Vous croyez, je vais montrer une troisième image. À Ouchma, pour favor. Alors, ils disent que même le Sénégal pourra avoir la malédiction du pétrole. Oui. Alors que c'est d'avoir beaucoup de revenus avec ces ressources et tout ça, mais aussi la dispute pour la richesse. Voilà. Vous pourriez dire que la découverte du pétrole explique la prison de l'ex-maire de Dakar? Je le crois. Je crois que la découverte du pétrole, la promesse de cette richesse qu'on n'a jamais connue dans le passé, a aiguisé les appétits. On a une élection présidentielle en février 2019, il y a 87 candidats. 87. 87 candidats. Jamais l'histoire, j'ai vu ça. Tout le monde veut être le président du Sénégal. Exactement. Parce que nous avons un système où le Parlement est très faible, n'exerce pas vraiment sa fonction de contrôle de la présidence. Et la majorité, c'est une majorité présidentielle qui approuve tout ce que le président envoie. On a une justice qui est instrumentalisée par l'exécutif, qui est utilisée pour écarter des concurrents politiques. Donc tout ça, ça fait partie, à mon avis, d'un projet pour avoir le contrôle sur les ressources du pays. Et ça va entraîner ce qu'on a vu dans les autres pays africains, c'est-à-dire la corruption, parce que il faudra partager pour pouvoir contrôler le pays. Il faudra donc partager avec les alliés. Le manque d'investissement dans un projet, mettons, d'industrialisation, étant donné que le pays aura de l'argent, pour pacifier la grogne, on va distribuer, donc ça va augmenter le clientélisme et ça va saboter le développement, ça va saboter l'industrialisation. Et les projets du monsieur Khalifa étaient différents, d'utiliser le pétrole pour le peuple du Sénégal? Oui, Khalifa est un socialiste et il a été socialiste depuis sa jeunesse. Moi, je suis membre du Parti socialiste. C'est un socialiste, donc c'est un socialisme qui c'est un patriote aussi.
Son projet, c'est effectivement l'utilisation des ressources naturelles du pays pour, premièrement, satisfaire les besoins vitaux des populations, l'éducation, la santé, les services sociaux, mais également mettre le pays sur les voies du développement à travers l'industrialisation. Et travailler avec les pays voisins pour renforcer l'intégration régionale. Donc, c'est un projet qui ne satisfait pas forcément les grandes multinationales qui préfèrent payer une rente régulière à l'État et avoir leurs bénéfices qui soient la pas... possibilité de contrôler Voilà. le réserve. Voilà. Et vous pensez que M. Khalifa, il ira présenter une plainte au comité de droits humains, aussi comme le l'a fait? Oui, c'est-à-dire qu'il a présenté d'abord à la Cour régionale, donc qui réunit 15 pays. C'est l'équivalent du Mercosur pour l'Afrique de l'Ouest. Et le jugement qui a été rendu, c'était à sa faveur. Le gouvernement l'a écarté parce qu'il pensait qu'avec cette décision et cette requête de la CEDEAO, il allait être libéré et qu'il allait pouvoir se présenter. Le gouvernement, la justice, a rejeté cet appel-là. Donc là, maintenant, comme j'ai quitté Dakar, moi, avant ça, j'ai quitté Dakar à la mi-juillet, je ne sais pas si ces avocats ont déposé au système des Nations Unies, mais d'habitude, ils le font. Au Sénégal, on connaît bien les mécanismes des Nations Unies et on les utilise depuis très longtemps. Donc, je pense que les avocats vont le faire et vont le déposer à New York. C'est important, alors tout le monde attend la situation de Lula. Voilà, mais est-ce que le comité pourra se prononcer avant les élections? Il pourra certainement faire une mesure intermédiaire, comme il l'a fait dans le cas de Lula. De permettre qu'il participe. Voilà. Et bon, ce matin, quand on parlait, vous aviez cité un écrivain, un penseur, qui parlait du gouvernement... Des humbles. Par exemple, oui, c'est ça. Si vous pouviez expliquer le concept, oui. Parce que je trouvais très intéressant. Oui, oui. C'est un auteur anglais qui a écrit un livre très intéressant que je recommande, qui s'appelle The Life and Death of Democracy, la vie et la mort de la démocratie. Et que sa thèse, c'est que la démocratie, c'est pas un modèle figé, mais c'est un modèle qui évolue en fonction des luttes, en fonction des... etc. Donc, il a regardé plusieurs modèles, mais il a donné une définition de l'essence même de la démocratie, qui reste, malgré l'évolution des modèles, c'est que la démocratie, c'est le gouvernement des humbles, par les humbles, pour les humbles. C'est-à-dire que la démocratie ne s'accommode pas de gens qui disent « on va gouverner parce que nous sommes les experts ». Ou de gens qui disent on va nous avons de l'argent, parce que nous sommes les plus riches, ou on va gouverner parce que nous sommes de bonne famille, on va gouverner parce que nous sommes l'aristocratie, on va gouverner parce que, etc. etc. Non, la démocratie, comme il dit, c'est une personne, c'est une voix, au niveau de la démocratie représentative, mais de la démocratie participative maintenant, il ne suffit pas d'envoyer des représentants qui décident pour nous, il faut aussi mettre sur pied des mécanismes de contrôle, des mécanismes de régulation, des ONG, des médias indépendants qui font des enquêtes, qui exposent la corruption, etc. Donc, c'est une participation populaire de tout le monde, sans distinction de race, de religion, de statut social. Et donc, c'est le gouvernement des humbles, par les humbles, pour les humbles. Parfait. Et moi, je crois que les deux personnages, les deux hommes politiques qui personnifient cette définition de la démocratie, c'est Nelson Mandela et Lula. Donc quand je pense à Lula, à son humilité, au travail qu'il a fait, à son abnégation, au sacrifice qu'il a fait, quand je pense à Nelson Mandela, mais je les retrouve dans cette définition-là. Donc je pense que c'est la définition qui peut servir comme bannière pour tous ceux qui combattent pour la démocratie. Parce que ça explique très bien, la démocratie, c'est les gens ordinaires, c'est tout le monde qui est concerné.
Et c'est tout le monde qui doit participer à la gouvernance. Parfait. Ici, vous avez un verre avec l'image de Lula et un mot aussi pour Lula qui s'appelle, c'est liberté pour Lula. Ouais. Vous êtes d'accord avec ce message? Oui, absolument. Lula libre. Ah oui, c'est ça, parce qu'ici on dit Lula libre. C'est ça. Alors, j'ai eu le plaisir... Ça me rappelle le combat contre l'apartheid et pour la libération de Nelson Mandela. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est un combat pour protéger la démocratie et pour libérer Lula. Et je crois que c'est ce que j'ai proposé d'ailleurs dans mon intervention et que je vais discuter avec Celso Amorim. On a besoin de mettre sur pied un nouveau mouvement global de solidarité pour protéger la démocratie et faire avancer la démocratie en utilisant comme symbole la libération de Lula, comme on avait utilisé comme symbole la libération de Nelson Mandela. Parfait. J'ai déjà connu des gens d'Afrique du Sud, à peau blanche, qui étaient des gens très bons, très sympathiques et qui respectaient vraiment l'humanité et tout ça. Mais alors, ils étaient toujours gênés à cause de la réputation qu'ils avaient. Je pense qu'il faut dire aussi un mot aux Brésiliens qui sont très fiers de leur image à l'étranger. C'est important de respecter les droits humains parce que sinon, on regardait quand même comme des gens d'une autre catégorie. C'est ça. Disons que nous sommes quand même, après 70 ans de lutte depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, nous sommes arrivés à une période de l'histoire où quand même le respect des droits de l'homme, ça devient la norme. Nous avons traversé des périodes de dictature militaire, colonisation, etc., etc. Tout ça, c'est derrière nous. Et maintenant, les gens, de par le monde, s'attendent à ce que les droits de l'homme soient respectés partout. Et qu'on n'utilise pas des prétextes comme la guerre froide ou la pauvreté ou toutes sortes d'autres. Il y a aujourd'hui une exigence d'égalité entre hommes et femmes, une exigence d'éradiquer le racisme et l'intolérance, une exigence de respecter les orientations sexuelles, LGBTQ, etc. Il y a une attente, et puis c'est devenu la norme. Donc quand un gouvernement se met à violer les droits de l'homme, même si c'est de manière sophistiquée, parce que personne n'est dupe, ça ternit l'image d'un pays. Alors vous vous rendez compte, le Brésil, qui a la sympathie du monde entier, mais demain, il va aller... Mais bien sûr, demain, l'équipe de football du Brésil peut venir en France ou au Sénégal et être reçue avec des pancartes « Libérez Lula », comme à l'époque de l'apartheid, où les équipes sud-africaines partaient et on les accueillait avec « Libérez Nelson Mandela ». Donc, ça va ternir incontestablement l'image du Brésil et vous pouvez être sûr que pour que ça ne fasse pas tache d'huile, les activistes, les mouvements vont se mettre dans le jeu pour commencer à mobiliser au niveau international. Moi, dès que je rentre à Dakar, c'est ce que je vais faire pour commencer à mobiliser les organisations de la société civile, pour qu'on demande un rendez-vous avec l'ambassadeur du Brésil pour présenter nos préoccupations. Parce que si ça marche ici, demain, nos chefs d'État africains vont utiliser la même chose, utiliser des moyens sophistiqués, instrumentaliser la justice pour se débarrasser d'adversaires. Alors il faut arrêter ces mouvements. Il y a une urgence globale pour ça. Ouais. Bon, j'ai eu le plaisir de faire cette interview avec M. Pierre Sané. C'était très enrichissant pour moi et je pense que pour tous aussi. Je vous remercie vraiment et j'espère d'avoir d'autres opportunités de vous parler. C'était vraiment très important pour nous. Et alors, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit et les messages que vous avez transmis aux Brésiliens. D'accord. Et pour le soutien à votre... On le fait à la fin. Ah, d'accord.
Et bon, je m'excuse aussi par les erreurs que je fais en français, parce que j'ai essayé de faire c'était un français les meilleurs que je pouvais faire. Ouais. Et les gens alors, iront regarder avec les sous-titres en portugais. C'est pour ça que ce n'est pas une transmission en direct. Merci pour tous. Merci beaucoup, monsieur Sané. Merci bien.